Bref, sans transition, Strigoun, du coup. Sans transition, Bortoleto, bah écoute, qu'est-ce que je peux dire sur Bortoleto Ocon? On voit que, enfin, la courbe de la vitesse, donc, pour rappel, hein, pour ceux qui connaissent pas trop, qui sont pas trop à l'aise avec ce genre de graphique, la première ligne, on parle, enfin, le premier graphique que vous avez en haut qui est en rose, c'est le gap entre Bortoleto et Ocon. Donc, quand la première ligne correspond à Ocon, puisque c'est lui qu'on prend comme temps de référence, et la deuxième ligne qui bouge et qui descend d'ailleurs assez méchamment, c'est celle de Bortoleto qui montre un peu la boîte qu'il a mis à Ocon. Euh, Pas forcément au début, mais justement avant à partir de la chicane Villeneuve jusqu'à la fin du circuit en fait, hein, jusqu'à la fin du tour. Deuxième ligne, donc on parle de la vitesse, c'est ça qui va nous permettre de savoir si qui a été plus rapide que qui en virage. Troisième courbe accélérateur, quatrième courbe frein, cinquième courbe qu'on ne se sert pas trop, c'est le rapport de boîte de vitesse. Et la dernière courbe, juste pour avoir pour info, c'est le DRS. Alors ici, c'est simple, il n'y a qu'une seule zone de DRS, donc comme ça, c'est réglé. Ouais. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est comment Ocon il était vachement lent dans les virages, en fait. Tu regardes, par exemple, typiquement, tu vois, la chicane Villeneuve, le premier Donc, virage, il a voilà. descendu vachement en vitesse, hein. Et c'est là où il a commencé déjà à prendre quasiment plus d'un Et, dixième et et, demi. et pourtant, si on regarde un petit peu juste à ce moment-là, on voit que Bortoleto relâche plus l'accélérateur de manière plus nette que Ocon. Je pense Et qu'il le relâche d'un coup parce que du coup, ça envoie. En fait, qu'est-ce que ça veut dire quand tu relâches d'un coup ton accélérateur? Ça veut dire qu'en fait, tu vas vraiment avoir aucune puissance qui va partir des roues arrière. Et en général, quand ça fait comme ça, tu as un transfert de masse qui se fait vachement vers l'avant. D'ailleurs, t'as le frein hein, qui se fait d'un coup. Et peut-être que Ocon a voulu garder un petit peu d'accélérateur parce qu'il freine autant, hein, Ocon, mais il et, garde plus d'accélérateur. C'est bizarre. ouais, et puis, enfin, de relâcher l'accélérateur, ça donne un coup de frein supplémentaire avec ces voitures. Oui. Ah bah oui, Et, complètement, oui. et ce qui est intéressant, du coup, là, ça va être aussi un peu les différences en allant vers l'épingle numéro 7, Tosa, Mm. où on constate que, bah, du coup, Bortoleto est plutôt sur le frein. Ouais. Ouais, carrément. Comment dire ça? Bortoleto donne un coup de frein un peu plus tôt, ce qui lui permet de freiner un peu plus, enfin d'être un peu plus lent à l'entrée du virage, mais il va pouvoir mieux s'inscrire et donc pouvoir réaccélérer plus vite parce qu'après on a la montée jusqu'à la courva, je sais plus quoi. Ouais. Comment ça Alors, s'appelle oui, déjà? oui, pour répondre à la question, Ocon remet un petit coup de frein, mais ça me choque pas tant que ça dans Ouais, non, Villeneuve ça me parce choque pas que trop. Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment un virage assez particulier. Donc, c'est la seconde chicane, celle où Tsunoda s'est planté. On l'expliquera un petit peu mieux tout à l'heure parce que j'ai Oui. envie qu'on regarde un petit peu des petits détails de l'accident de Tsunoda parce que je pense que ça peut être intéressant aussi de décortiquer un peu ce virage qui est pour moi un de mes virages préférés de Imola avec Aqua Minerale. Après, j'aime tous les autres. Tosa, c'est un de mes préférés aussi, j'aime beaucoup. Et le virage 9, j'adore ce circuit. Euh, Ah, mais euh, ce que circuit-là, ce soit à le il est rouler ou à regarder, enfin, à le ouais, ouais. rouler, je déteste la variante Alta. Par contre, je n'y arrive jamais. Mais La variante Alta, c'est laquelle la déjà? chicane, la grosse chicane, la très très lente. Ah oui, 14-15. Voilà. Oui. Ah, elle est Elle est très très particulière et chiante. puis elle est très très chiante et particulière et en plus les vibreurs c'est des vraies saucisses. Tu as le Voilà. malheur de monter un peu trop dessus, tu décolles quoi. Bah, Bah, ce d'ailleurs qu'on qu'on a a vu vu avec Norris, ouais. exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Norris il s'est fait décoller justement à cause de ça. Enfin voilà. Mais non, ce circuit-là il est vraiment il est incroyable. En plus il est vallonné. T'as une grande montée jusqu'à la comment ça s'appelle le virage 9 là. Comment ça s'appelle Ouais, enfin, oui, oui. 9-10 là, tu sais ça, en plus tu gardes vachement de vitesse en fait, t'as l'impression que tu vas devoir freiner beaucoup, et en fait non, tu peux garder vachement de vitesse pour redescendre ensuite vers l'Aqua Minera, et Aqua Minerali c'est fabuleux, quoi. Enfin, je veux dire, Pas, pardon, mais c'est pas vraiment un bon, circuit, du coup, bah, si on continue un petit peu le tour, Ocon commence à perdre aussi beaucoup de Ah, temps justement, virage au 9, virage 9, Ocon, ouais. ouais, ouais, il est obligé de perdre vachement de vitesse par rapport à Bortoleto qui va beaucoup mieux, qui va pouvoir tourner beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Et là, tu vois qu'on prend encore un gap parce qu'à chaque fois, forcément,
Ben, quand tu gardes de la vitesse comme ça et que tu peux réaccélérer plus tôt, parce que visiblement, il a même. Alors, pas aussi vite, mais il a pu réaccélérer, donc donner un peu plus de vitesse à la voiture. Ben, en fait, Ocon, même si en bas de Quo Minerali, il commence à avoir la même vitesse que Bortoleto, ben, le mal est déjà fait sur toute la descente jusqu'à Quo Minerali, justement. Après, là, ça va se stabiliser quand même jusqu'à la. Ben, justement, jusqu'à la chicane, la variante Alta. Où là, Ouais, c'est même Ocon qui va prendre un petit peu plus de vitesse, peut-être parce que justement, Bortoleto a voulu. Déjà, il a levé l'accélérateur plus tôt, peut-être pour s'inscrire un peu mieux dans le virage, mais ouais, ouais, il mais après, réaccélère vu quand qu'il même repère plus vite. directement, c'est vraiment plus des manières peut-être de prendre le virage qui sont C'est ça. différentes. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. C'est pour ça que souvent, on va voir un petit gap qui va se créer, mais en fait, le gap va se supprimer parce qu'en fait, ça va dépendre de comment le pilote a décidé de s'inscrire dans le virage et de sortir du virage. Alors, Ouais. parfois, ça peut avoir une séquence assez visible, parfois non. Là, souvent, c'est pas le cas. Après, là, par contre, dans la descente jusqu'à la double gauche, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Razzia. La Razzia, Radia, c'est. c'est? Ouais, le Ouais, il me 17-18, c'est semble que ça? c'est. Ouais. Les deux Comme Louis. Radia, ouais. Louis Razzia. Pardon. J'ai pas la ref. Désolé. J'ai Oh pas là par là, contre. je suis tellement. C'était. On va dire que c'est pas l'ancêtre de Jules Bianchi, mais c'est le pilote qui aurait dû rouler chez Marussia. Attends que je dis. Oui, il me semble que c'est lui hein, en 2014 2013 qui aurait dû rouler chez. À la Chez place de Jules Bianchi? où je dis de la merde. À la base, Ouais. c'est lui qui devait rouler en Formule 1 chez Marussia, et finalement, ses sponsors se sont barrés et Ocon a eu la place. Bianchi a eu la place, pardon. D'accord. Bah, Ok. je confonds peut-être. Là, j'avoue que je sais Oui, pas. oui, c'était bien Luis Radia. Non, voilà, c'est très très obscur comme blague, c'est très très obscur. Ouais, ouais, Voilà, ouais, c'est-à-dire qu'on est sur ouais. de l'humour qui a plus de 12 ans. Ah bordel, ça fait mal. Aïe. Ça me fait le même effet, tu vois, quand j'entendais des gens faire des blagues sur des trucs qui s'étaient passés en 88, 90, je sais pas quoi. Je me dis, ouais, les gars. Mec, tu sais que encore aujourd'hui, des fois, je parle de trucs de 2015 et je me dis, mais putain, 2015, c'était il y a 10 ans, quoi, ça y est. Ouais, Je dis, ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. euh, C'est abusé. Enfin bref. Et du coup, ouais, donc oui, pardon, vas-y. dans le double gauche de Razia, là, pareil, Ocon se prend encore une boîte. Euh, Freine plus, accélère plus tard. Enfin, tu vois que c'est plus chaotique. Même si pourtant, tu vois Bortoleto à la fin, là, au dernier. Au final, Bortoleto a un peu raté apparemment son dernier Razia, puisqu'il a dû relâcher un tout petit peu, certainement pour éviter de sortir un peu trop large. Donc, du coup, Ocon commence à lui reprendre un tout petit peu de terrain, mais bon, on va pas se mentir, le mal était déjà fait, il y a 3 dixièmes d'avance. Ouais. Après, pour répondre à un petit bout que je vois dans le chat là, qui demande quand on voit un tel écart, ben en fait, ouais, typiquement, on pourrait dire que c'est parce que Ocon n'est peut-être pas forcément à l'aise dans la voiture et que donc du coup, il a peut-être peur. Enfin, peut-être pas forcément peur, mais en tout cas, il va pas pouvoir. Il sent que il va avoir des ressentis comme ça dans la voiture où tu te dis, bah non, en fait, si j'essaye de faire ça, la voiture va me dire Oui, merde. enfin voilà, c'est simplement de se dire, de toute façon, c'est d'être à la limite et de comprendre que si tu attaques plus, la voiture part en fait. Ouais, la Donc voiture va décrocher, ouais. Ouais, tout à fait, c'est tout à aussi fait. simple que ça. Hein. Alors, attends, est-ce que je vais réussir à le trouver parce Et que c'est je veux. typiquement ce qui aurait pu arriver, tu vois, voilà, un truc comme ça, c'est typiquement ce qui a pu arriver à comment ça s'appelle? Merde, à Tsunoda. Typiquement, c'est ce qui s'est passé à Ouais. Tsunoda. Il a voulu garder un peu plus de vitesse en arrivant dans le chicane Villeneuve. C'est pas passé. Faut comprendre pourquoi, Euh, mais ouais, il s'est. Enfin, si, Qu'est-ce on l'a vu que pourquoi. C'est qu'il a décollé en plus. Il a voulu un peu trop s'inscrire dans le. qu'est-ce que je déteste de plus avoir accès aux analyses F1 TV, bordel. Alex Oh, Brundle arrête. avait passé tout ça au ralenti. Bonjour saucisson, je te dois une gratouille. Voilà. C'est Twitch qui demande. Hein. Voilà. Hop. Donc, on arrive dans Villeneuve. Enfin,
hein, pas littéralement parce qu'il est mort, mais enfin. Bah, ou alors ce serait le fils, mais ce serait bizarre aussi. Oui, enfin, la chicane est nommée d'après le père, hein, voilà. Parce qu'il s'était craché là, je crois, il me semble, en 80, enfin quelque chose comme ça. Je sais plus. Du coup, je te laisse un peu parler de ce virage qui est quand même très particulier parce que on a ce virage à gauche qu'on peut prendre à fond. Hein. Presque à fond. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça se passe pour les voitures depuis 2022, parce qu'avec l'effet de sol, je pense que maintenant, ouais, elles doivent certainement pouvoir se prendre à fond. Cet enfoiré, il est vraiment en train de vouloir voler la vedette. Hein. Regarde-moi le. Non, Sphinx. Les deux font ça, des fois, ils viennent se mettre dans mes bras, ils restent là. Alors que tu vois, j'ai mis le panier juste là, mais non. Non, c'est mieux avec Wetby. Oh la vache. Oui, en tout cas, du coup, je pense que effectivement, tu as peut-être raison. Pour le coup, mais j'ai pas fait attention. Attends, je vais regarder à nouveau dans la télémétrie. Oui, mais enfin, pardon. Là où je voulais en venir, c'est que le virage à gauche se prend à fond. J'en suis persuadé. Mais il ne faut pas le prendre à fond. Alors, faut lever un peu je pense qu'il faut lever un peu le pied pour inscrire bien la voiture dans le virage. Oui, moi je pense même que généralement, les pilotes commencent à ralentir avant de le prendre parce que justement, il est crucial de le prendre très à l'intérieur ici pour bien ressortir à droite. Voilà, c'est ça exactement. En fait, en général, ce droite est très piégeur. Ouais, il est ultra piégeur parce qu'en fait, c'est en 90 et souvent, alors là, très souvent, je sais pas si tu te rappelles quand j'avais essayé de faire la vidéo pour quand on t'avait présenté Imola, Portimao et donc Mugello. Moi, je me rappelle que c'était vraiment très très compliqué de prendre la chicane 9 parce qu'à chaque fois, je me faisais avoir. Je freinais pas assez ou je freinais trop tard et donc du coup, souvent, en fait, je sortais dans les graviers en sortie de Villeneuve et c'est exactement ce qui peut se passer. C'est que c'est un virage où en fait le gauche, il faut s'inscrire très vite dedans, il faut pas perdre trop de vitesse. Mais en même temps, il faut quand même en garder pour pouvoir. Il faut quand même en perdre parce que sinon, tu sors de la chicane mal et tu sors trop large. Donc l'idée, c'est de pouvoir bien serrer la gauche pour pouvoir ensuite mieux freiner, bien freiner correctement et pouvoir ensuite sortir, pouvoir lancer la voiture dans le droite sans que ça sorte trop large. Et après, c'est pas forcément quelque chose où tu peux perdre énormément de temps, mais c'est important quand même. Et du coup, c'est pour ça que je disais que ça me surprend pas que Ocon ait rajouté un coup de frein, parce que justement. Après, des fois, le petit coup de frein, quand tu vois comment il est tout petit, soit c'est un vrai coup de frein, soit c'est des fois un petit coup dans un coup de vibreur, et puis tu tapotes un peu sur ta pédale de frein, ça peut arriver aussi, je pense. Je sais pas trop. Et oui, comme le dit Thibaut, de mon faible niveau de sim racer, c'est un niveau qui fait énormément travailler la balance de la voiture, car il faut le prendre assez vite pour pas être lent, mais pas trop pour trop se satelliser quand on touche les freins. Effectivement, c'est aussi toute la partie. Le risque de prendre ce gauche trop vite. Encore une fois, si derrière il y avait une ligne droite, tu peux le prendre à fond, c'est pratiquement sans problème ce gauche. Mais vu que ensuite tu dois repartir sur la droite, tu as tout ton équilibre de la voiture que tu dois stabiliser. Donc c'est pour ça que c'est très important d'essayer de le prendre aussi droit que possible, tout en étant le plus à l'intérieur du virage. Et c'est ce que Tsunoda essaye de faire ici. Donc il essaye de rester le plus possible à l'intérieur. Le truc, c'est qu'il y a ces petits vibreurs là que vous voyez en triangle. Oui. Et il les mange un petit peu trop et ça lui fait perdre l'arrière à ce moment-là, pardon. Et à partir de là, la voiture est voilà. C'est incontrôlable. Là, c'est fini. Incontrôlable. Donc voilà pour la petite Tsunodite. On va s'intéresser à du plus gros gratin là. Hein. On va parler de Charles Leclercus et Fernando Alonso, c'est ça qu'on a défini. Hein. Dans l'idée, c'était très amusant aussi de constater que les Aston Martin en Q1, Q2 étaient les seuls à faire leur temps avec des pneus médiums.
Parce qu'en fait, les C6, j'ai l'impression que c'était une saloperie sans nom, quoi. On va pas se mentir. Ben, alors, ceux qui arrivaient à les exploiter, regarde le second, on le verra, hein, mais je suis persuadé que le second secteur de Piastri est exceptionnel. Parce que la manière dont il a jeté la voiture, c'était une preuve de confiance autant dans son grip aéro et mécanique et dans la tenue des pneus. Donc, ils fournissent effectivement un super grip pneumatique. Mais bon, voilà. Pardon pour les petits bruits bizarres. Mais là, c'est les allergies et je n'en peux plus. En plus, c'est les poils, ça va pas aider. Hein. Et puis surtout, ça se trouve, ces salopards, en plus, ils ont plein de pollen dans les poils. Ouais. Ça va pas aider. Allez. Alors, Leclerc, Alonso. Que dire? Bah, c'est simple. Alonso ça se joue à pas grand-chose, hein, quand même. Ça se joue à pas grand-chose. Honnêtement, ça se joue à pas grand-chose. Ouais, 25 centièmes, 2 dixièmes et demi, à peu près. On va regarder exactement, mais je pense que c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. 18 centièmes. Je viens de voir, pardon, le message de Florian. Oui. Strigoun voulait être dans les bras de Mick et se faire caresser sous le cou. Merci. Ah, super. Viens là, toi. On va te gratter au nom de Strigoun. Il n'aime pas ça. Il aime pas quand je le caresse là, lui. C'est cacahuète, ça? Non, ça, c'est saucisson. C'est encore saucisson? Ouais. Ah, c'est toujours le même. Oui. Hein. Mais ces enfoirés, ils sont tellement clones en même temps que là. Allez, pardon, je t'interromps. Bref, je disais, non, c'est pas grave. Attends, la thune avant tout. Hein. Veut qu'ils ramènent de la thune, ces chats-là. Au prix qui te coûte en croquettes. Là, ils ont intérêt. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'au départ, Leclerc s'inscrit un petit peu mieux. Au départ, dans le début du tour, à la sortie de la chicane de Tamburello. Même si au final, je pense qu'il est un peu moins bien ressorti, tu vois, il a accéléré un tout petit peu plus tard, ce qui fait que du coup, en fait, Alonso arrivé dans la deuxième chicane, alors la chicane Villeneuve justement, Alonso a pu freiner un petit peu plus tôt, mais il a pu garder beaucoup plus de vitesse à la sortie de la chicane de Villeneuve, et là c'est pareil, hein, c'est comme Bortoleto et Ocon, hein. C'est la boîte, assurée, là il a mis une bonne pile. Et Leclerc a voulu rattraper ça en freinant plus tard en sortie de la chicane Villeneuve, mais pareil, tu as vu, on voit qu'il n'arrive pas à accélérer plus tôt. Et comme Alonso, lui, il a pu accélérer plus tôt à la sortie du virage 7, donc du coup, là, l'épingle, bah là, il lui met une boîte qui est constante jusqu'à... Ici, là, ça doit être la chicane... Ouais, là, on doit être sur la variante Alta, donc la variante Alta chicane. Ouais. Mais en final, in fine, si Leclerc ne s'était pas raté déjà à la montée jusqu'au virage 9, donc qui est, tu sauras me rattraper pour le nom du virage, mais le virage 9, quoi. S'il n'avait pas raté sa sortie du 7 pour la montée, je pense qu'il y avait peut-être moyen déjà d'éviter justement une si grosse boîte au niveau de secteur 2, parce que là, tout le secteur 2, c'est une hécatombe pour la Ferrari, en fait. Hein. Après aussi, ça peut être un peu l'occasion de parler de ce virage 9. Est-ce que je vais arriver à rapidement avoir le nom Piratella ce virage 9 qui est aussi très très intéressant parce que c'est un virage très rapide, le virage 9. On est en quelle vitesse là à peu près? On est en 4e. On est à peu près à 220. On est à 220 km/h, on est encore en 6e. Ouais, donc on est en 6e quand on lance ce virage. Sur le papier, quand on le regarde, c'est un virage qui semble assez assez méchant, et pourtant il est pris très très vite parce que il est en pleine descente, donc il est vraiment magnifique ce virage, que ce soit à jouer génial, et surtout, ou en plus, à regarder. En fait, tu donnes un bon coup de frein et tu lances, c'est vraiment, tu jettes la voiture dans la courbe, et après, bon, tu essaies évidemment de rester dans les lignes de la piste, mais c'est vraiment, tu jettes la voiture dans la
Oui. Dans la courbe, et ensuite tu pars vers la descente jusqu'à Acqua Minerali, et là c'est vraiment, quand tu t'en sors bien et que tu fais vraiment une belle sortie de virage, Et on n'est tu pas vois, loin du porno quand même, hein. On n'est pas loin du porno. c'est pour ça que je parlais aussi, peut-être, de l'importance de la confiance dans les pneus dans un virage comme ça, parce que justement, dans ce type de virage, ça peut faire toute la différence de savoir que tu peux jeter ta voiture, que tu peux y aller à fond, ou au contraire, comment ça s'appelle, enfin voilà, hein, dans le manque peut-être de grip de la voiture. Ah, c'est génial. Quoi ? C'est génial. Alors, est-ce que je vais les avoir Les avoir. Je te laisse continuer et après on y arrive. Je te laisse Tu continuer. cherches des on-board, c'est ça ? Ouais. D'accord. En vrai, tout constamment, même à Acqua Minerali, même s'il y en a. Ouais, il en perd un petit peu. Leclerc aussi, il va freiner beaucoup plus qu'Alonso, typiquement, après, à la sortie de la. Comment tu disais déjà tout à l'heure, le virage 9 ? Virage 9, c'est bon. C'est la Piratella. Piratella. Oh putain. Je vais finir par sortir Margareta. Ouais, fais gaffe. Ouais, non, ça va être une catastrophe. Donc à la sortie de Piratella, déjà Leclerc a dû lever un peu plus le pied que Alonso. Même si Alonso, on voit que lui, il a vraiment, quand il se lance dans Piratella, il lâche complètement l'accélérateur, ce qui lui fait que du coup, il a dû mieux s'inscrire dans le virage, là où Leclerc a voulu en garder toujours un peu plus. Mais je vois que Leclerc, c'est toujours comme ça, en fait. C'est son pilotage, je pense, qui est fait comme ça. Oui. Il laisse toujours un petit filet de gaz pour être sûr que la voiture ne vient pas peut-être donner trop de frein moteur aussi, hein, c'est possible, hein, peut-être que c'est pour supprimer le frein moteur, surtout en qualification. Mais en tout cas, ouais, jusqu'à Acqua Minerali, où justement Leclerc est obligé de freiner une première fois. D'ailleurs, il donne un petit coup de frein avant de s'inscrire. Donc, c'est-à-dire que vous avez Acqua Minerali, quand vous descendez, vous avez un double gauche, finalement. Ça fait un double gauche. Normalement, tu prends le double droite. Oui, c'est rien. J'ai encore du mal avec ma gauche et ma droite. Ouais, Pas de souci. ça arrive, ça me faisait pareil quand j'avais 4 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, moi j'ai 29 ans et toujours Oui. pareil. Bref. Le premier droite, normalement, se prend à fond, hein, mais c'est même pas. C'est une réalité, je pense, qui existe depuis un petit temps. Mais là, visiblement, Leclerc a voulu donner un tout petit coup de frein pour envoyer plus la voiture dans l'entrée, peut-être pour pouvoir mieux préparer son freinage, mais malgré ça, il va freiner plus que plus que Alonso, certes, pour peut-être vouloir sortir plus vite, mais au final, ça n'a pas payé parce qu'on voit qu'il n'a pas réaccéléré plus tôt que ça, beaucoup plus tôt que ça, on va dire. Et donc, du coup, Alonso lui met encore une pilule jusqu'à la chicane, où là, par contre, Leclerc va être un peu plus magistral, il va mieux s'en sortir. Il va pouvoir un peu plus vite sortir du virage et surtout prendre la chicane plus vite que Alonso. Là où peut-être que l'Aston Martin a un peu plus de mal en virage serré comme ça. Et là, Leclerc va rattraper énormément de temps parce que là, on va pas se mentir, mais au moment d'arriver à la chicane, il y a 4 dixièmes de retard. Donc, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est brutal, c'est énorme. Et on voit que, par exemple, à la sortie justement de la chicane, quand on arrive du côté du double de gauche non, pas Radia, on a dit Rivazza, c'est ça ? Rivazza, ouais. Ouais, quand on arrive au double de gauche de Rivazza, Leclerc a déjà une très très meilleure vitesse de pointe. Le gap, on a 8 km/h de gap, ce qui est pas rien, on va pas se mentir, surtout en qualification. Et aux deux Rivazza, Leclerc pourtant a pas autant de vitesse entre le premier et le deuxième, mais il arrive quand même à rattraper le coup et bon, il arrive à stabiliser à 1 dixième 5. Mais si son deuxième secteur était beaucoup plus en confiance, il aurait pu avoir la possibilité d'aller chercher Alonso, mais peut-être que les pneus lui ont pas donné le choix aussi, hein. C'est possible. C'est pareil, quand on entend parler que les C6 étaient vraiment une catastrophe pour certains dans certains tours. En fait, le plus dur, c'était de les faire tenir sur le tour. Ouais, c'est ça. Il va falloir parier que. Il faisait assez chaud, on était à 40 degrés de température piste. Donc, les pneus, il fallait bien les mettre en température pour débuter le tour et les conserver sans les surchauffer pendant le tour et sans les détruire non plus. Donc, ça, c'était. Ça. Sauf que, bon, le problème, c'est que, voilà, Imola, c'est quand même un circuit qui est assez sillonné.
Voilà. De virages, il y a beaucoup de Alors, est-ce que virages tu es rapides prêt, en plus. Strigon? Euh, j'ai trouvé ce que je voulais montrer. Oh. Voilà. Oh, 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 oh. Voilà. Alors, c'est les Filming Day de début de saison et Racing Bulls a fait le sien cette année à Imola. Donc, C'est on marrant, a. c'était très saturé là, on va pas se mentir. Ah, l'image est dégueulasse. Hein. Ouais. C'est voilà. Mais bon. Du coup, on a ce virage neuf dont on parlait, qui est vraiment, vraiment très, très chouette. On a donc cette entrée qui, bah, comme tu le disais, on était à combien? T'as dit 250? 220, je crois que j'ai Ouais, vu. 220. Ouais, Il y 220, a ouais. juste un petit filet de freinage avant de l'attaquer ici. Et, Ouais. Et là, tu lances la voiture et puis tu pars vers la descente, quoi. Mais parce et qu'en fait, comme c'est on le très voit, large, donc tu as le moyen de garder de la vitesse. et comme on le voit avec pas mal d'angles de volant en plus, hein, donc c'est ça qui est vraiment piégeur. Et puis ensuite, on arrive là, donc cette section qui est sublime encore, hein, parce que on a juste fini de stabiliser la voiture, parce qu'on a beaucoup de charge sur la droite. Et on en revient donc ici, il faut tout de suite la stabiliser et la balance de la voiture repart sur la gauche et, et ça devient très compliqué de tenir l'intérieur. Là aussi, on est à très très haute vitesse pour ensuite stabiliser à nouveau ici pour aller chercher ce point Oui, c'est ça. Le point de corde et virage. pouvoir remonter et surtout pouvoir réaccélérer assez vite, assez tôt, parce que le but, c'est vraiment pas trop perdre de vitesse dans l'Aqua Rally et pouvoir remonter très rapidement jusqu'à la chicane. Pour vous dire les différences notables se jouent donc Alonso a amélioré de 11 centièmes entre la Q2 et Q3. Sainz, je vais peut-être un peu zoomer. Voilà, Sainz, comme on le voit, il y a cet écart assez notable. Albon également qui perd quelques centièmes entre la Q2 et Q3. Stroll également qui perd 9 centièmes entre Q2 et Q3. Et Gasly, comme je le disais, qui perdait 2 dixièmes. Donc voilà. Piastri, Verstappen. Ah non, pardon, Verstappen. Oui, Eh ben, Verstappen. Verstappen, au début, de toute façon, on l'a vu lors de sa dernière tentative, pardon. Il y a une très bonne. Il avait fait un excellent premier secteur. Mhm. Il avait mis 178 millièmes, un truc comme ça. Enfin bref, il y avait quasiment 2 dixièmes d'avance sur Verstappen pour Verstappen sur Piastri en sortie du premier secteur. Et après, c'est dans les deux autres où Piastri s'est illustré du main de maître d'ailleurs. Mais on voit quand même que ça oscille un peu. Hein. Déjà, première chose, je trouve que, ce qu'on peut constater, c'est que Verstappen, il a mis tu vois, il a un peu plus assuré son coup dans Piratel, là où Piastri, par exemple, il a mis un gap de à peu près, il y a quasiment 20 km/h d'écart hein, à cet endroit-là. Oui, c'est violent. C'est pas mal du tout. Et j'ai pas la confirmation, c'est vrai que je voulais en parler tout à l'heure, parce ouais. qu'avant le live, tu me disais qu'il y a une grosse différence de vitesse de pointe. Oui, c'est ça qui m'a un Généralement, peu choqué. Ouais. depuis le début de saison et même depuis l'année dernière, Red Bull, quand ils sont un peu paumés et qu'ils sentent qu'il manque de quelque chose, ils disent bon, bah, on va baisser les ailerons. Donc, en général, ils font ça et ça leur donne plus de vitesse. Alors, effectivement, ça a marché, parce que là, ils ont pris. Encore une fois, vous allez dire, bah, toutes les équipes ont qu'à faire pareil. Non, parce que baisser les ailerons, ça fait effectivement gagner de la vitesse, mais ça fait perdre beaucoup de temps en virage. Et là, vous allez dire, bah oui, Exactement. mais du coup, ils vont tout perdre en virage. Mais Red Bull, ils ont un système plutôt opérationnel qui leur permet de compenser cette perte en virage. Donc, ils perdent beaucoup de grip dans les virages parce que justement, ils ont moins de traînée en ligne droite. Mais dans les virages, ils ont les énormes baloches de Max Verstappen qui vient justement compresser le fond plat et permettre à la voiture d'être mieux stabilisée et de conserver du coup une meilleure vitesse de pointe en virage malgré un appui aérodynamique beaucoup plus faible. Tout à fait. De toute façon, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Hein. C'est les baloches de Verstappen qui font que la Red Bull aujourd'hui colle au sol.
Alors, je suis en train de retrouver. Ah, c'était Russell, je crois, qui a premier gêné Piastri pendant son tour à Rivazza. Ensuite, c'est Sainz et Gasly. Donc, c'était le petit trio que je cherchais depuis tout à l'heure. Qui c'est qui a gêné ça Qui a gêné qui? Non, mais en Q3, il y a un petit trio qui s'est gêné en sortie des stands et pendant tout le tour de préparation. Donc, il y avait devant Gasly, derrière Sainz et derrière Russell. Les trois étaient collés pendant tout le tour de sortie des stands. D'accord. Ah, ok. Donc, voilà. Ah, je sais pas. J'avais pas fait gaffe à ça. En tout cas, ouais, effectivement, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a un gap à la fin, au bout de la ligne droite, avant le premier virage, avant la première chicane, par contre, à Tamburello, entre Verstappen et Piastri, au point que moi, j'ai cru que c'était une aspiration, mais je me suis dit, bah non, ça peut pas être Tsunoda, parce que voilà, parce que il continue de tourner encore là. Donc, moi, je comprenais pas trop comment il a pu faire ça, mais en fait, non, c'est vraiment que la Red Bull avait une plus grande vitesse de pointe, et par contre, Verstappen, le forcé de constater qu'il était très, très, très bien sorti de Tamburello. Et d'ailleurs, même à chicane Villeneuve, les deux se tiennent, hein, en fait, hein, ça se tient jusqu'à ce que on arrive à la sortie de l'épingle, virage 7, où là, par contre, effectivement, tu as une meilleure réaccélération de la part de Piastri. Et donc, arrivé jusqu'à Piratella, il va continuer à prendre tout doucement du temps. Et par contre, à Piratella, là, il va mettre une pile à Verstappen au niveau de la vitesse qu'il prend dans le virage. Ouais, alors moi, c'était cette section qui était télévisée et qui m'avait vraiment époustouflé. Donc, toute la descente et la remontée, j'étais vraiment très curieux de voir Piastri son a mis, second secteur parce que je l'avais trouvé impressionnant à l'image, quoi. Absolument. Ben, Piastri a mis une pile à Piratella, et donc dans la descente jusqu'à Aqua Minerali, même si Verstappen, on voit que Verstappen garde un peu plus de vitesse justement sur le premier droite de Aqua Minerali. Piastri va un peu légèrement lever le pied, on dirait, ou en tout cas il va pas mettre plein gaz pour justement permettre de te donner un bon coup de frein vif, mais pouvoir ressortir très rapidement de Aqua Minerali pour monter jusqu'à la chicane 14-15, si je dis pas de bêtises. Et là, tu vois que tout de suite, le gap, c'est un dixième de seconde, là, à peu près. Non, mais il a beaucoup trop de grip. Là, pendant que tu commentes, je suis en train de regarder son onboard sur la chaîne officielle. Donc beaucoup de volants. Vraiment beaucoup de volants. Il a lancé la chiotte. Hein. Voilà. Et ça c'était diffusé en caméra extérieure. J'essaie de le retrouver sur le replay, mais il commence le tour que de là. Mais j'étais vraiment impressionné parce que des caméras extérieures, ça se voit. Et vraiment, il met... Alors, tous les pilotes mettent beaucoup de volants ici parce que le virage l'exige. Oui. Mais c'est vraiment un peu plus notable, j'ai l'impression, à cette vitesse. Et là, il la restabilise vraiment très bien. Et là, pareil, la manière dont il va la jeter ici... C'est parti, quoi. Ouais. Il vient la jeter, après, bon coup de frein dans l'Aqua Minerali, au milieu, entre les deux. Voilà. Là, manière, un bon coup, et là, ça repart tout de suite. Voilà. Et la voiture, elle dit oui, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant, effectivement, c'est... ici, il n'y a pas la moindre correction. Donc là, c'est vraiment déjà mettre au crédit de Piastri, mais aussi à mettre au crédit de McLaren. Hein. Là, la stabilité formidable, la manière dont il peut attaquer le vibreur, c'est aussi très impressionnant. Après, c'est dans la descente, là où je sais pas pourquoi... Ouais, il remet une pile en ligne au bout à Verstappen. Et là, c'est dans le double gauche là qui reprend du temps. C'est avant le double gauche. C'est avant le double gauche justement où il prend un peu de temps. Ouais. Il regagne du temps. Comme si Verstappen n'avait plus de batterie en fait. Ah d'accord. Ouais, c'est un peu ça. C'est peut-être un peu cette configuration aussi de la Red Bull, parce qu'il faut savoir que quand on est en mode qualif, donc le mode, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en qualif, les deux appareils dont il ne faut pas prononcer le nom, sinon on a une migraine, les MGUK et MGUH. Les MGU, voilà. Les MGU.
Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est pas. On s'en fout de la batterie. Voilà, on va le dire ça comme ça. On s'en cogne, on enquille. On enquille, il faut que ça balance. Donc souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va vraiment délivrer toute la puissance de la batterie dès le début du tour et le plus possible tout le temps. Et ce qui est peut-être probable, et là, je sais pas, hein, là, c'est vraiment une interprétation personnelle des résultats de la télémétrie. Mais peut-être que Verstappen, du coup, a peut-être limité Ouh, c'est obscène, ça montre pas ton l'usage cul à de. la caméra comme ça, pardon. Il a peut-être limité l'usage de la batterie à cet endroit-là, ou en tout cas l'arrêt de boule limite à cet endroit-là, pour qu'ensuite, en sortie de virage, on essaie de renquiller un peu plus, mais peut-être pas assez, quoi. Et la réalité, c'est que bon, même si que dans le double gauche, Piastri, par contre, se prend peut-être une petite pile par Verstappen, bah, Verstappen, au final, il ressort pas si vite que ça du dernier virage, et donc bah, Piastri va pouvoir gagner beaucoup plus de vitesse, et donc il va passer la ligne avec quelques millièmes d'avance. Je crois il y a à peu près 3 centièmes, là, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, 3 centièmes. Mais c'est suffisant pour lui pour pouvoir passer en pole. Voilà, en C'est pole. le tour de la Popole, j'ai quand même envie d'être curieux et de regarder, mais qu'est-ce qu'il a foutu le Glando Norris? Non, alors, il est pas si mauvais que ça, je pense, Norris, mais putain, il est vraiment dans la continuité de ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire qu'en fait, il a perdu beaucoup de temps sur le premier, pas sur le premier secteur, pardon. Déjà dans la chicane, Mais ouais, dans la chicane, pardon, Villeneuve, où là, il prend il ouais, il y a un gap de vitesse en fait dans la chicane Villeneuve, en sortie de chicane Villeneuve, il y a à peu près ouais, 199, 185. Donc il y a 15 km/h de sortie, en sortie de ça. au cas où il y a Et des bruits de V8 qui passent, je mets le micro devant le chat. ah oui, oui, bah oui, 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 t'as bien fait. C'est encore saucisson ça. Ouais, c'est toujours lui. Les cacahuètes, il est pas là? Ah, il dort lui. Il dort ailleurs. Ah ouais. Ah bah oui, super. Ah bah, bon, bah, je peux même plus parler en fait. Ah non, non, si, vas-y. Ah, le V8 en fond. C'est le V8. Euh, Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, en sortie de Villeneuve, ouais, la vitesse la plus lente enregistrée entre Norris et Piastri à 15 km/h de gap. Forcément, ça fait mal. Pareil, une Piastri aussi garde plus de vitesse dans le premier virage, je pense, parce qu'on le voit ici. Enfin, je sais pas si ça se voit vraiment, mais on voit quand même qu'il y a un Si, petit si. gap entre les deux, là, vraiment. Et après, au Après, niveau ouais, de c'est vrai que l'épingle, sur les ça se petits écrans, tient. on le verra pas trop, mais Ouais, ouais, ouais. Bah après, j'ose pas trop zoomer, tu sais, ça, tu sais comment ça se passe quand je zoome, ça ouais, zoome pas c'est le tout le monde, bordel. donc ça fait le bordel. Mais voilà, il y a vraiment un petit gap qui se fait entre les deux, et je pense que c'est vraiment dans l'entrée du premier virage où Piastri arrive à mieux garder de la vitesse. La voiture lui dit, ok, vas-y. Après cela, ça reste quand même assez stable, même si on voit qu'en sortie de l'épingle, Piastri ressort tellement bien que Norris, malheureusement, il perd toujours un tout petit peu de gap au fur et à mesure du temps. Ce qui fait qu'on arrive quand même à 2 dixièmes de retard à cet endroit-là, sorti en haut de la montée jusqu'à Piratella. Euh, et là, bah là, pareil, hein, Piastri a vraiment, je pense qu'il a vraiment fait, enfin, il a optimisé la McLaren au maximum de ses capacités, parce que même Norris ne prend pas aussi vite. Alors, il n'y a pas énormément d'écart entre les deux, mais quand je vois que Piastri garde 240 km/h, là où Norris il est déjà à 230, 232, ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Et après, finalement, l'écart, après, en dehors de ça, il reste très stable, hein. Je vois que à Aqua Minerali, justement, Norris essaie presque même de garder un peu de gap, même si c'est Piastri finalement qui prend l'avantage, mais c'est pas énorme. Il n'y a pas il y a pas une grosse pilule, quoi, je veux dire, qui a été prise. À la chicane, c'est presque Norris qui s'en est mieux sorti. D'ailleurs, on l'a vu, je crois que tu l'as montré dans ton Euh, extrait, là où Piastri, justement, lui, il décolle un petit peu dans la chicane. Norris? Piastri. Mais à la chicane, c'est pendant le tour où Norris il fait 4 fers en l'air. Après, Mais c'est pas. mais peut-être c'est pas ce tour-là Non, ça parce que c'est. Ouais, je pense que c'était l'ancien tour, le premier tour. ouais, parce Ou que en Q2, je crois. son tour, il a pas dû l'améliorer la deuxième fois, ouais. Mais je crois pas qu'il l'a amélioré la deuxième fois, ouais. Et le fait est que, en tout cas, bon, ça reste stable
jusqu'aux deux Rivazza, où justement Norris arrive à garder un petit peu de gap, mais le mal est tellement déjà fait dans le secteur 2 que, en fait, finalement, même si les deux se tiennent dans le secteur 3, et dans le début du secteur 1, le secteur 2, c'est vraiment l'avantage à Piastri. Mm. Pour le coup, c'est l'avantage à Piastri. Il ça- a su optimiser en fait les deux virages les plus importants, c'est-à-dire la chicane Villeneuve et Piratella. Mais Piastri a tellement eu un bon deuxième secteur. Et ça, c'est... tout à l'heure, je parlais de Ed Straw de The Race, qui au début du week-end comparait un petit peu les voitures ici. Il disait que justement, à cet endroit, Piastri avait une confiance monumentale. Et là, il disait dans une petite vidéo qu'il a faite sans aucune data, hein. Il était encore au virage, il a fait un petit vlog pour expliquer ses premières impressions. Il disait qu'il voyait Norris avoir une approche plus douce, moins agressive, et Piastri, au contraire, avec beaucoup de confiance à jeter la voiture, ce qui, là, de mon interprétation, est assez contraire, justement, à ce qu'on voit habituellement de ces deux pilotes, avec Piastri qui a toujours eu tendance à avoir un style plus verstappenien. Mais après, bon, c'est aussi un virage assez particulier. Et Norris qui a plus été du genre, qui est plus du genre à prendre des virages très en U, donc avec beaucoup de volants et tout. Mais ouais, pour en revenir là, Piastri, tout au long du week-end, visiblement beaucoup de confiance dans cette section. Et je maintiens que pour moi, son deuxième secteur est purement excellent. Donc là, on l'a vu face à Verstappen, mais on le voit là encore une fois, c'est là où il creuse le plus d'écart en général. Ouais. Franchement, mais pour le coup, il est impressionnant, ce jeune. Hein. Et qu'est-ce qu'il doit être content d'avoir Mark Webber d'avoir Mark Webber en manager qui a senti le coach venir qu'il fallait qu'il se barre d'Alpine, sinon ça va être la merde. Quoi. Ouais. Et très rapidement, on parlait de Russell qui a peut-être gâché son premier secteur. On peut peut-être le mettre un peu dans le lot parce que c'est vrai qu'il fait toujours. On peut mettre dans la comparaison avec Piastri, hein, si on veut. Oui, bien sûr. On peut voir. Et mais oui, dans tous les cas, que ce soit Piastri lui-même, Webber, le management, et faut le dire, Zak Brown, qui a lâché 20 millions juste pour dégager Daniel Ricciardo.